Un second cadavre avait été déterré. Une jeune fille, Mélissa, vêtue de son vêtement bleu qu'elle portait à l'hôpital, attendait à la morgue. Elle avait été avertie qu'un second cadavre avait été déterré dans la forêt de Beacon Hills. Elle avait été avertie de ce second cadavre qui avait été déterré. C'est ensuite qu'elle attendit. Pendant longtemps, elle regardait son GSM patiemment en attendant un message de Scott. Elle regardait son GSM patiemment. Elle attendait. Un message, un appel de quelqu'un, de Derek peut-être, de Liam peut-être, ou alors de Scott, son fils, ou encore même, tant bien que mal, elle attendait un appel, un message de Scott, de Liam, peut-être de Derek, ou même de Allison, voire même de Théo. Tant bien que mal, elle attendait un message, un avertissement quelconque, quelque chose qui pourrait lui dire qu'ils sont bien en sécurité là où ils sont. Elle attendait tant bien que mal, jusqu'à ce que le cadavre arrive sur une civière qui était arrivée, une civière en métal, qui fit alors glisser le cadavre sur la table en fer qu'il y avait au milieu. Il y fit glisser le cadavre dans un linceul noir qui s'y trouvait alors à l'intérieur. Une jeune fille, vêtue d'une robe blanche, le regard pâle, le regard opaque, les yeux voilés, les yeux gris, les pupilles dilatées qui avaient pratiquement disparu. Les pupilles qui avaient pratiquement disparu, le regard pâle, le regard voilé, un voile gris et opaque par-dessus ses pupilles. Ses iris, qu'on pouvait encore apercevoir être verts, avaient pratiquement disparu et devenaient gris. Il se dilapidait de plus en plus. Ses yeux devenaient gris et se voilaient de plus en plus. Au fur et à mesure de l'autopsie, cette jeune fille disparaissait. Son corps était blanc, sa peau était blanche, elle était si froide que l'on pouvait avoir l'impression qu'on l'avait déterrée ou qu'on l'avait repêchée sous l'eau. Elle était si froide qu'on pouvait avoir l'impression qu'on l'avait déterrée sous la terre, entre les racines d'un arbre, qu'on l'avait trouvée dans l'eau, sous l'eau d'un lac, sous l'eau d'une rivière, abandonnée à son gré. Elle avait été récupérée, proche d'une rivière, là où l'on pouvait encore sentir le froid de l'eau qui passait à travers les courants. Elle avait été récupérée, mise dans les racines d'un arbre, seule et abandonnée, cette jeune fille avec des nœuds dans les cheveux, des nœuds blancs qui avaient été dévorés par les vers et les termites qui se trouvaient à l'intérieur des racines de l'arbre, un arbre mort. Cette jeune fille avait été déposée là, mise entre les racines, la terre l'avait pratiquement avalée. Elle était recroquevillée sur elle-même, tel un cadavre, ses yeux étaient voilés, elle regardait la lumière et l'extérieur, les racines qui s'entremêlèrent autour d'elle, elle avait été laissée là. De son gré, elle avait été laissée toute seule, ses yeux étaient voilés, on pouvait voir qu'elle était morte depuis bien longtemps. Les vers avaient dévoré ses nœuds dans ses cheveux. Elle avait des nœuds dans ses cheveux, de jolis nœuds, des nœuds blancs, une couleur blanchâtre, à travers lesquels on pouvait voir qu'à travers la lumière chirurgicale de la morgue, ils étaient bleus avant de devenir blancs. La couleur du soleil avait effacé cette belle lumière bleue qu'il y avait sur ses nœuds. Les vers avaient dévoré le tissu. À travers ses cheveux blonds, qui étaient devenus gris avec le temps, on pouvait voir qu'il y avait de la terre, il y avait de la pierre, il y avait de la craie, de la terre rouge, de la terre chaude et de la terre froide. Elle y sortit alors de la boue et plusieurs rudiments qu'il y avait dans la terre. Ensuite, elle commença à l'ouvrir. Elle prit un scalpel en main, et Mélissa se mit en face de la table. Elle regarda la table en verre. Elle prit un scalpel, tout en ayant la main qui tremble. Elle prit un scalpel. Elle le laissa tomber. Elle s'abaissa pour le ramasser. Et tout en s'abaissant et en se relevant, elle vit alors que de l'autre côté de la table, son bras droit était tombé du côté droit. Elle se mit alors du côté droit de la table, contourna la table en fer, la table d'autopsie, elle la contourna.
Et c'est ainsi qu'elle ramassa son scalpel qui était tombé du côté droit de la table. Du côté droit de la table, elle se releva, et c'est en le ramassant qu'elle vit que du côté gauche, en reposant son bras droit qui était tombé, son bras gauche était tombé. Elle vit que son bras gauche était tombé de la table. Elle ramassa son scalpel, elle repassa du bon côté, et elle mit alors son bras à la jeune fille, contre ses jambes, contre son buste, et sur la table. La jeune fille était sur la table, elle rapprocha alors ses bras de son corps, la jeune fille était allongée, les yeux ouverts pour ne pas voir son regard, pour ne pas être perturbée par l'horreur de ce qu'elle avait devant elle. Mélissa prit alors une couverture chirurgicale, une couverture bleue, bleue et blanche, une couverture bleue et blanche, bleue d'un côté et blanche de l'autre, qu'elle posa sur sa tête. Elle posa sur sa tête, et le long de son corps, elle mit alors une couverture chauffante. Le cadavre était en train de chauffer, n'était plus si froid que ça. Elle lui tenait alors le bras. Mais, très bizarrement, ce cadavre qui avait été récupéré, sans identité, sans avoir été récupéré par ses parents, ni même par son père, ni même par sa mère, ni même par sa famille. On ne savait même pas si elle avait une famille, un père, une mère, ou même des frères et des sœurs qui étaient en train de la pleurer. Personne ne savait si elle avait des frères et des sœurs qui la pleuraient. C'est alors qu'elles passèrent une couverture le long de son corps. Elle la remonta jusqu'à ses épaules. Une couverture chauffante, mais après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, elle reprit la couverture parce que son corps ne chauffait pas. Son corps ne chauffait pas. Elle enleva la couverture, elle la roula, elle la mit sur un côté. Elle prit alors le chariot avec les instruments, des ciseaux, un écarteur, une sorte de trépied pour soulever les bras, pour soulever les membres du corps, une sorte de petit trépied sur lequel on pouvait poser la nuque, sur lequel on pouvait poser les bras, sur lequel on pouvait soulever les jambes. C'est alors qu'elle posa un trépied. À chaque jambe, elle posa un trépied. À chaque jambe, elle y posa un trépied. À chaque bras, elle y posa un trépied. Elle s'était alors mis d'accord pour être sûre que l'autopsie se passera bien, que le chien n'était plus là. Elle s'était mis d'accord avec elle-même, avait regardé dans le couloir. Le chien n'était plus là, il n'aboyait plus, il n'était plus venu. Il ne marchait plus dans les couloirs et ne venait plus la voir pendant l'autopsie. Elle accrocha alors la jambe, avec une sangle, à un premier trépied. Elle souleva le trépied, assez haut pour pouvoir voir. Elle plia l'articulation, regarda alors la jambe, levée, tout assez haut pour pouvoir regarder à l'intérieur du corps, pour pouvoir regarder à l'intérieur des jambes, s'il y avait quelque chose. Elle parcourait alors le corps, autant intérieurement que extérieurement. Elle parcourait le corps. Et c'est ensuite qu'elle partit de l'autre côté, du côté droit. Elle remit une sangle autour de la jambe. Elle plia l'articulation et souleva le trépied. De part égale, à la hauteur où était soulevée la première jambe, elle souleva la deuxième jambe, et de part égale, elle la souleva à la même hauteur. Elle commençait alors à regarder le talon d'Achille, les pieds, entre les orteils, sous les ongles, elle trouva de la terre. Le talon d'Achille était cassé, le pied était cassé et bleu, enflé, les tibias étaient rouges, couverts de sang et d'égratignures. Les jambes, à partir des cuisses, étaient intactes. Elle regarda alors par la suite l'intérieur du corps. Elle regarda l'intérieur du corps. Lorsqu'elle regardait l'intérieur du corps, elle pouvait sentir que lorsqu'elle se mettait en face du corps, face à la table, lorsqu'elle se mettait face à la table, elle sentait comme une force, une énergie qui émanait de ce corps. Il y avait une énergie qui émanait de ce corps, qui en sortait de partout où elle se mettait. Elle s'était mise derrière le corps de cette jeune fille. Elle en voyait évidemment les parties intimes, elle en voyait évidemment son vagin. C'est alors qu'elle en sentait une énergie puissante qui s'émanait de ce corps,
Entre ses deux jambes émanait une énergie puissante qui sortait, comme si quelque chose la menaçait, comme si elle avait l'impression que ce corps n'était pas réellement celui d'une fille. C'est alors qu'elle referma les jambes, replia les articulations qui avaient l'air d'être cassées, la rotule qui avait l'air d'être coincée. Ses os étaient tellement froids, tellement gelés, tellement congélifiés, qu'elle avait l'impression que son tibia péroné, ainsi que son talon d'Achille, ses tendons et ses genoux étaient figés. Elle avait l'impression que ses tendons, ses genoux, sa rotule, son talon d'Achille, son tibia péroné, sa jambe gauche et sa jambe droite, ses bras étaient totalement figés. Son fémur, elle avait l'impression qu'il était brisé. Son fémur, elle en avait l'impression qu'il était brisé. Elle en avait l'impression que ses jambes, même si elles étaient brisées, même si ses pieds et ses talons d'Achille étaient cassés, étaient recouverts de bleu, et que son pied était totalement enflé, elle en avait l'impression que l'entièreté de son corps, à partir du bas, était enflée, était figée par le froid. Elle avait été laissée tellement longtemps près de l'eau, près de la vapeur d'eau, près du froid, de l'obscurité, dans le noir et près des ombres. Elle avait été laissée pendant tellement longtemps près des ombres. Elle avait été laissée pendant tellement longtemps près de cette rivière, près de cette eau froide qui parcourait les courants. Elle avait été laissée pendant tellement longtemps sous la terre qu'il avait littéralement mangé. Cette fille qui avait été mangée par la terre, qui avait été aspirée par les racines, qui avait aspiré à tourner autour de son corps, à s'entremêler autour de ses cuisses, de ses chevilles, à remonter le long de sa poitrine et à s'en prendre à ses bras. Cette fille qui avait été aspirée à être mangée par la terre, qui avait été redécouvert, elle en avait l'impression que son talon d'Achille enflé, son pied qui était bleu, qui était cassé, ses tendons ainsi que son tibia, son fémur, et par-dessus ses genoux, il y avait des trous. Par-dessus ses genoux, il y avait des trous, des lacérations, comme si on avait essayé de lui lacérer les jambes, qu'elle s'était débattue, mais qu'en se débattant, on lui avait percé les tibias, on lui avait percé les genoux, qu'on avait atteint la rotule, et que sa rotule était percée, était lacérée. Elle ouvrit alors ses jambes, et entre ses jambes, entre les tissus musculaires, elle atteint les os. Elle regarda alors la rotule, c'était bien ce qu'elle pensait, elle s'était débattue, on avait essayé de la lacérer. Ses rotules étaient percées par une lame plus que tranchante, qui percèrent les os. C'est alors qu'elle regarda. Cette fille avait été lacérée de partout, avait dû se débattre. On ne sait pas si c'était un loup-garou, si c'était la bête du Gévaudan, si c'était une force surnaturelle. On ne sait pas si c'était le hara qui lui avait fait ça. On ne sait pas si c'était une force surnaturelle qui l'avait prise d'assaut, si elle était morte par quelque chose qui était naturel, qui était biologique ou qui avait été fabriqué par les médecins de l'horreur. Était-ce une chimère? Était-ce un Wendigo? Était-ce peut-être un hara? Était-ce une force surnaturelle ou un médecin de l'horreur qui avait essayé de la percer? C'est alors que les entailles qui avaient été marquées sur son corps étaient celles d'une épée, d'une lance, d'une griffe, d'un couteau. Elle trouva dans son corps, auprès de sa gorge, juste à 1 centimètre près de sa jugulaire. Elle trouva dans sa nuque, dans son corps, elle trouva à 1 centimètre près un écart, une ouverture, une lacération. Dans cette lacération, à 1 centimètre près de sa jugulaire, dans sa nuque, dans son cou, elle trouva une lame, ainsi qu'une dent de Wendigo. Elle y trouva une lame au côté de sa jugulaire, et une dent de Wendigo au côté de sa jugulaire, près de la nuque, dans son cou. Elle retira le morceau de lame, elle retira la dent, elle fit une photo, et elle l'envoie alors à Scott. Scott qui confirma bien que c'était une dent de Wendigo. Elle regarda encore et encore, elle ausculta le corps qu'elle avait devant elle. Elle regarda alors à l'intérieur. Elle y trouva ensuite ses yeux qui étaient devenus blancs. Elle prit une photo de ses yeux. Elle confirma alors, en envoyant une photo de ses yeux à Scott. Scott confirma, et elle put alors confirmer que ses yeux étaient ceux d'un Wendigo. Cette fille avait été prise
pris d'assaut par un Wendigo, avait été lacérée par une chimère. Après en avoir trouvé des lacérations sur ses rotules, elle confirma que c'était bien les griffes d'une chimère. C'était les griffes d'une chimère qui l'avaient lacérée, qui avaient paralysé ses jambes qu'elle dut alors replacer droit sur la table, ses jambes qu'elle dut replacer droites sur la table, qu'elle dut essayer de forcer pour pouvoir désarticuler la jambe et la poser sur la table, ses jambes qui avaient été lacérées, qui avaient été paralysées par une chose, par quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Ses jambes avaient été paralysées par le venin du Kanima, avaient été lacérées par les griffes d'une chimère. Elle avait été prise d'assaut par un Wendigo. Elle avait retrouvé une dent de Wendigo dans sa gorge, une lame et un sabre appartenant à un couteau ou à une lame, à une épée. Peut-être que le fragment de lame appartenait à un sabre, à une épée, à un couteau. Elle ne savait pas en particulier de quoi s'agissait-il. En particulier, elle ne savait pas de quoi il s'agissait. De quoi s'agissait-il? S'agissait-il d'une lame, d'un couteau, d'un sabre, ou encore d'une arme blanche? S'agissait-il d'une pique, d'une lance, de quelque chose qui avait percé son corps, contre lequel elle s'était défendue? Elle regarda alors cette fille qui avait été découverte, dans lequel elle trouva ses yeux qui étaient comparables à ceux d'un Wendigo, les dents d'un Wendigo près de sa jugulaire à 1 centimètre près, une lame qui était comparable aux griffes d'une chimère, des griffes et des lacérations le long de son tibia, le long de sa jambe, le long de sa jambe, en dessous de son tibia, le long de son tibia, de l'os de son tibia, le long de ses genoux, contre ses genoux et contre sa rotule, contre son péroné, contre son fémur. Elle y trouva plein de griffes lacérées, et réapparut alors le chien. Juste devant elle réapparut le chien, qui la regarda elle. Elle vit alors toutes ces griffes. Elle compara alors la griffe qu'elle avait trouvée à l'intérieur de son fémur, dans sa jambe, qu'elle avait ouverte avec un scalpel. Elle y compara alors la griffe qu'elle avait trouvée appartenant à une chimère. Elle regarda alors le chien, qu'elle prit alors à côté d'elle. Elle s'était assise par terre, avec son scalpel, qu'elle remit alors sur le chariot à côté d'elle. Elle s'asseya par terre et commença à appeler le chien qui ne tarda pas à venir, qui se mit alors en face de Mélissa. Mélissa qui garda le chien par terre et qui compara les griffes du chien en appuyant sur sa patte. Elle compara les griffes du chien avec celles de la chimère qu'elle avait trouvée. La griffe de la chimère qu'elle avait trouvée dans le corps de cette fille et la griffe du chien. En appuyant sur sa patte, elle compara. Elle fit une photo qu'elle envoya à Scott, qui Scott montra cette photo à Deaton, qui Deaton dit alors « Oui, il s'agit bien d'une griffe de chimère. » Et le chien a exactement la même. Il s'agissait d'un chien qui avait potentiellement été modifié par une chimère et modifié par le chien sauvage qu'il était avant. Les médecins de l'horreur avaient d'abord essayé de créer un hara par rapport à un animal, mais l'animal ne réagissait pas concrètement comme l'humain le réagissait lui. L'humain se transformait en une poudre noire qui après réagissait à l'ADN du Wendigo, qui lui réagissait à celle d'une chimère, qui prenait vie et qui ensuite prenait la forme et les yeux et devenait compact et aussi puissant que le kitsune est aussi noir et compact, faite de fumée noire, tout comme la bête du Gévaudan. Avec les humains, ça fonctionnait, mais avec un animal, lorsqu'on mélangeait son ADN à celle d'une chimère, il gardait la même forme, ne prenait pas l'ADN d'une chimère, mais en prenait les griffes, en prenait la défense. La défense d'une chimère était celle donc de ses griffes, son moyen de défense. La fille avait été paralysée par le venin d'un Kanima, et ensuite elle appela Scott qui débarqua à l'hôpital
qui courut dans les couloirs et qui arriva à la morgue. En ouvrant la porte, c'est alors que Mélissa, qui avait pris un échantillon de ce qu'elle avait trouvé en dessous de ses genoux, en dessous de sa rotule, lui dit alors « Scott, est-ce que tu peux aller montrer ça à Deaton ?» Deaton, qui compara alors le venin du Kanima à ce qu'elle avait trouvé sous le genou de cette jeune fille, il était exactement la même chose. Il était exactement pareil à celui du venin du Kanima. C'était exactement ça. Les médecins de l'horreur avaient essayé sur cette jeune fille qui s'était débattue pour pouvoir repartir. Les médecins de l'horreur l'avaient enterrée dans la forêt qui l'avait mangée, qui l'avait pris entre les racines d'un arbre, cet arbre qui lui-même plongeait dans la rivière qui s'écoulait tout le long du courant. Cette fille est morte de froid, vivante, avait été l'hôte d'une création des médecins de l'horreur, qui n'a donc pas fonctionné, qui n'a pas abouti à sa fin, mais qui sur un chien a commencé à fonctionner, n'a pas débuté et n'a pas commencé à arriver jusqu'à la fin. Ce chien qui a été l'hôte d'une création des médecins de l'horreur, ce chien en a été l'hôte, en a été l'une des créations des médecins de l'horreur. Lorsqu'elle découvrit la même ADN du chien que la sienne, sur le pelage du chien, elle découvrit la même ADN que la fille. Elle en compara alors les ADN et comprit alors que la fille appartenait au chien et que le chien appartenait à la fille, que c'était son chien à elle, que tous les deux avaient été pris en otage dans la forêt, que le chien avait été essayé de transformer en hara, mais n'avait pris que les griffes d'une chimère et la vitesse d'un Wendigo, la vue d'un Wendigo et la violence d'un Wendigo, la vitesse et la fluidité d'une chimère, les griffes d'une chimère. Il était resté un chien, c'était un animal. Ensuite, ils avaient essayé avec la fille. Mais cela n'avait pas abouti à sa fin car elle avait essayé de se défendre. Elle avait été donc laissée au bord de la forêt, au bord d'une rivière. L'arbre qui était au bord de cette rivière contre lequel elle avait été laissée assise, le regard vers le bas, ses yeux se sont donc voilés. Après 3 heures, elle est devenue aveugle. Elle est morte de froid et la forêt l'a mangée. La forêt l'a mangée, les racines l'ont atrophiée, ont commencé à la serrer tellement fort que ses jambes se sont paralysées avec le venin du Kanima. Avec le venin du Kanima, ses jambes se sont paralysées. Elle ne savait plus se débattre, elle ne savait plus bouger. Elle était aveugle, malentendante. Elle avait été laissée là pour morte. La forêt l'avait mangée. On l'a retrouvée alors dans les racines et on l'a amenée à Mélissa, qui a trouvé l'ADN d'un Wendigo, les griffes d'une chimère, et qui en a même trouvé la comparaison de ce que l'on peut appeler le venin d'un Kanima. Elle l'a trouvé sur cette jeune fille, et dans le pelage du chien, qui était déjà mort depuis longtemps, mais qui dans le couloir marchait tranquillement, car il avait été comparé à l'ADN d'un Wendigo et d'une chimère qui était bel et bien vivante, ce qui l'avait ramené à la vie. Ce qui l'avait ressuscité, ce qui l'avait ramené à la vie, c'était l'ADN de cette chimère qui était bel et bien vivante, et ce Wendigo qui lui était bel et bien vivant. Il avait donc les yeux, la force d'un Wendigo, la rapidité et la fluidité d'une chimère. Il était toujours vivant, était avec Mélissa lorsqu'elle regardait cette jeune fille et qu'elle était occupée de regarder ce qu'il y avait sur son corps. Ils avaient compris alors qu'ils cherchaient à produire le hara, à devenir quelque chose de biologique. Ils cherchaient à faire quelque chose de biologique qui pouvait tout simplement s'en prendre aux humains, s'en prendre aux banshee. Ils cherchaient alors à créer quelque chose de biologique qui pouvait s'en prendre aux banshees, s'en prendre aux loups-garous, détruire les loups-garous, détruire les banshees, qui pouvait s'en prendre aux chimères, qui pouvait s'en prendre à ce qu'était Théo, qui pouvait s'en prendre à ce qu'était Derek, qui pouvait s'en prendre à Styles, qui pouvait s'en prendre au shérif, qui pouvait s'en prendre à la police, qui pouvait s'en prendre à la banshee, qui pouvait s'en prendre à tout ce qu'était Théo, Liam, Derek, Styles, Peter, Scott, tout ce qu'ils étaient, des loups-garous, des chimères, des êtres surnaturels, ou encore des humains ordinaires comme Styles. Cette chose, le hara qu'ils avaient cherché à créer sur cette jeune fille, ils en avaient trouvé toutes les choses qu'ils avaient dû trouver, qu'ils avaient dû avoir, qu'ils avaient dû comparer, qu'ils avaient dû essayer de mettre en place, étaient sur cette fille. La dent d'un Wendigo, l'ADN d'un Wendigo, le venin du Kanima, ainsi même que la dent et l'incisive d'une chimère. Il y avait aussi
le venin du canima, une écaille de canima qui était dans le loup, dans son pelage. Elle y trouva alors beaucoup de choses, telles que les yeux d'un Wendigo, et le chien qui était vivant, mais qui avait été ramené à la vie. Il avait été remis sur pied et ramené à la vie par rapport à l'ADN de cette chimère et de ce Wendigo, qui était bel et bien vivant. Ça n'avait pas fonctionné sur l'animal, mais il l'avait laissé. L'animal a survécu, car il avait un pelage. La jeune fille est morte, mangée par la forêt, sous les racines, sous la terre, retrouvée que plus tard, analysée par Mélissa, en déduisant que sur cette fille les médecins de l'horreur avaient essayé de créer le premier hara, ce qui n'avait pas fonctionné. Ils ont donc abandonné leur spécimen dans la forêt, qui a été mangé par la forêt et a été amené à Mélissa. Plus tard, Scott a compris que Mélissa était la suivante sur leur liste, était la suivante à être prise d'assaut. Derrière elle se referma les portes de la morgue. Elle comprit alors qu'elle était en danger, mais Scott n'allait pas laisser faire. Les médecins de l'horreur étaient en train d'arriver, avec une civière qui était vide, un corps qui avait été laissé pour mort juste devant la porte, une femme qui avait sauté de sa chambre. Les médecins de l'horreur l'avaient poussée par la fenêtre. Elle était arrivée par terre, son bras était fracassé, ses jambes étaient cassées, une fracture sur les côtes, la tête qui avait été couchée par terre, le sang qui était versé. Mélissa était en danger, les médecins de l'horreur arrivaient, mais Scott, qui était déjà dans le couloir, courut, se métamorphosa, et s'en prit aux médecins de l'horreur bien avant que Mélissa puisse avoir le temps de courir. Elle avait le temps de courir pendant que Scott s'en était pris aux médecins de l'horreur. Il repartit, la civière vide, sans aucun autre qui avait été choisi dans la morgue. Mélissa repartit, quitta le travail immédiatement. Scott, qui lui avait obligé de repartir chez eux, elle était partie, et ce soir-là, elle ne revint plus jamais à l'hôpital, plus jamais pour ausculter un corps, mais pour travailler, uniquement pour travailler.